Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau pour corriger la fin du TD4, donc qu'on n'a pas eu le temps de finir lors de la dernière séance. Et particulièrement, cette vidéo est destinée à corriger l'exercice numéro 4 qu'on a commencé à corriger, mais encore une fois qu'on n'avait pas terminé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc dans cet exercice 4, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne en fait des éléments concernant la distribution des salaires mensuels nets en France, en euros en 2011. Donc ce sont des chiffres réels et qui correspondent à des salariés en EQTP, en équivalent temps plein. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne en fait dans ce tableau les déciles de 1 à D9, de D1 à D9, donc il y a 9 déciles qui sont donnés ici, et puis ensuite on nous donne des 2 centiles qui sont les C95 et C99. Qu'est-ce qu'un décile? Un décile, c'est simplement quelque chose qui nous indique le niveau de salaire qui est gagné par, celui qui se situe, par exemple pour le D1, à 10% de la distribution. Donc il y a 10% des salariés qui gagnent moins de 1170 euros. Et puis de la même manière, il y a 3000, il y a 90% des salariés qui gagnent 3400 euros. Donc ça veut dire aussi qu'il y a 10% des salariés précisément qui gagnent plus de 3400 euros. Donc on a ici l'ensemble des déciles de D1 à D9. Et puis on nous a donné un petit peu plus de précision sur les hauts salaires en donnant le C95 et le C99. Ce sont des centiles. Donc que signifie le C99? Ça signifie qu'il y a 99% des gens qui gagnent moins de 7 817 euros par mois, et donc 1% des individus qui sont au-dessus de ce salaire. On nous a également fourni des éléments sur la moyenne des salaires parmi ces individus qui sont calculés donc, sur l'ensemble des individus en question. Première question, définir la classe moyenne. Alors comment peut-on définir la classe moyenne? La classe moyenne, deux définitions ici qui nous sont proposées, les 40% des salariés qui sont au milieu de la distribution. Qu'est-ce que ça signifie d'être au milieu de la distribution? Ça signifie précisément être situé entre le D3 et le D7. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a 30% des gens qui sont en dessous de 1428 d'un côté, donc qui sont exclus de cette classe moyenne parce qu'ils sont plus pauvres que la classe moyenne, et puis il y a 30% des individus qui sont au-dessus du D7 et qui sont également exclus de la classe moyenne car trop riches. Donc la classe moyenne ici correspond précisément à ces 40% dont on a parlé. Ils sont dans cet intervalle entre les deux flèches que j'ai indiquées, et donc 30% sont au-dessus et 30% sont en dessous. Donc première réponse, la classe moyenne au sens de la première définition, elle correspond aux individus qui gagnent entre 1428 euros et 2156 euros. Deuxième définition de la classe moyenne, puisque la définition est relativement arbitraire, les salariés qui ne sont ni dans les 30% les plus pauvres, ni dans les 20% les plus riches. Donc on est d'accord que être dans les 30% les plus pauvres, c'est gagner moins de 1428 euros, donc ils sont exclus de la classe moyenne. La borne inférieure reste la même. Quant à la borne supérieure, ici, elle augmente, puisque on nous explique qu'ils ne sont pas dans les 20% les plus riches, en étant la classe moyenne jusqu'au D8. Et donc, être dans les 20% les plus riches, c'est gagner plus de 2569 euros par mois. Donc, voilà la réponse à la première question. La deuxième question, je vais les traiter ici. On nous indique de situer précisément la médiane et la moyenne. Est-ce que ces médianes et ces moyennes sont dans la classe moyenne? Qu'est-ce que la médiane? La médiane, c'est le niveau de salaire qui partage les salariés en deux parties de taille égale. Donc 50% qui sont en dessous de ce salaire, 50% qui sont au-dessus de ce salaire. Donc la médiane ici n'est rien d'autre, c'est toujours le cas, que le décile 5, qui correspond à 50%, comme 5. Donc cette médiane ici est de 1712 euros. Donc il y a 50% des gens qui gagnent moins de 1712 euros en équivalent temps plein et 50% des gens qui sont au-dessus. La moyenne, elle nous est fournie par la dernière colonne du tableau. Elle est donc ici de 2130 euros. Dans les deux cas, on constate quoi? On constate d'abord que effectivement la médiane comme la moyenne sont inclus dans la classe moyenne, ce qui paraît somme toute logique. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que la moyenne est plus forte que la médiane. Et cette propriété est une propriété générale des distributions de revenus, de patrimoine ou de salaire, puisque lorsque l'on calcule une médiane, on traite de la même manière tout individu, tout salarié, qui ait un salaire important ou qui ait un salaire bas, ça ne dépend pas de son niveau de salaire, alors que lorsqu'on calcule une moyenne, évidemment, on pondère en quelque sorte les individus par leur niveau de salaire. Donc logiquement, les individus riches pèsent plus que les individus plus pauvres, ou enfin, gagnant un salaire moins élevé, et donc la moyenne est toujours supérieure à la médiane, et il s'agit d'une propriété générale. Donc voilà, nous avons traité les questions 1 et 2 de l'exercice. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire un petit complément
en regardant un peu comment on peut aussi traiter ces données sur Excel. Et donc passer à un traitement sur Excel. Et donc je vais constituer un fichier Excel que vous pouvez retrouver sur le pays, qui vous permet aussi peut-être de vous entraîner sur Excel. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Regardez ce fichier Excel. Donc le fichier Excel, il est ici. J'ai simplement repris tout simplement ici par un copier-coller l'énoncé et j'ai reporté dans le tableau qui est en dessous, j'ai reporté quoi? J'ai reporté ces données en indiquant les déciles de D1 jusqu'à D9, puis les deux centiles C95, C99 et enfin la moyenne. Ce que je souhaite faire à partir de ces données, et ça me semble être important de bien comprendre ça, c'est que évidemment on peut reconstituer la fonction de répartition et la fonction de densité qui correspond à ces données. La variable que l'on étudie ici, c'est le niveau de salaire. Et le tableau précédent nous donne en fait la répartition de ces niveaux de salaire en classes de revenus. Et donc ces classes de revenus, elles correspondent précisément à chacun des déciles. Donc la première classe, c'est celle qui commence à 0 et puis qui va jusqu'à 1170. Dans cette classe, on trouve notamment les individus qui sont rémunérés au salaire minimum. On peut définir des classes qui à chaque fois ont comme borne inférieure et borne supérieure le décile correspondant ou les deux déciles en question. Et donc ces classes vont être séparées évidemment par ces déciles. Au niveau des centiles, quand on arrive à D9 et à C95, on voit que les classes sont aussi définies, mais cette fois, on va considérer les centiles. Donc on va considérer ici une classe qui correspond aux individus en fait, qui sont entre 3400 et 4356. Et puis enfin, on a une classe qui correspond entre ceux qui sont entre 4356 et 7817. Et puis on a une classe, la classe des plus riches, évidemment, qui n'a pas de borne supérieure, qui correspond aux 1% des individus qui gagnent le plus. Pour chacune de ces classes, je peux finalement définir la fréquence des individus qui sont dans ces classes. Donc la fréquence des individus qui sont dans ces classes, elles sont indiquées par la définition des déciles. 10% des individus sont entre 0 et 1170. Alors il faut faire attention, ça fonctionne bien pour tous les déciles, évidemment, qui correspondent jusque de D1 à D9. Et puis, vous voyez qu'à partir de D90, on a défini ici une classe qui est de D9 jusqu'à C95 et qui correspond en fait à 5% d'individus, puisqu'il n'y a que 5% d'individus qui sont compris entre 90 et 95%. De la même manière, il y a 4% d'individus qui sont compris entre 95 et 99 et seulement 1% des individus qui sont au-dessus de 99. Donc on a reporté ici les fréquences. À chacune de ces classes, on peut aussi associer un niveau qui représente la classe. Alors, c'est toujours la même question dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on met comme niveau et est-ce qu'on met le niveau moyen, le centre de la classe? Logiquement, il faudrait pouvoir mettre le niveau moyen. Mais ici, on n'a pas l'information et puis on a les fréquences qui correspondent à chacun des déciles. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire comme si les individus étaient concentrés en haut de leur classe. Donc ici, au niveau de la première classe, le niveau représentatif qu'on a choisi, c'est simplement 1170, ce qui correspond à ce niveau supérieur. Donc on a mis 1305. Et pour peut-être bien le comprendre, on peut regarder ce qui se passe en haut de la distribution. Vous voyez que dans la classe C95, on a fait comme si tout le monde gagnait 4356, donc se situait au 5e centile. Et puis au-dessus, on a fait aussi comme si tout le monde se situait au 99 centile, ce qui est évidemment faux, alors que dans la dernière classe, on a fait comme si tout le monde était aussi au 99 centile, ce qui est évidemment faux. Donc on a fait cette approximation que je vous demande d'accepter. On peut évidemment à chaque fois aussi faire le cumul des fréquences, ce qui nous définit précisément les déciles et la répartition en fait, des individus. À partir de là, à partir de ces données, on peut représenter la fréquence cumulée des salaires équivalents temps plein. C'est ce que j'ai fait dans ce dessin. Qu'est-ce que j'ai fait dans le dessin, dans ce graphique? Simplement, on voit ici, il y a 10% des gens qui ont un salaire inférieur à 1170. Ils sont situés là, d'accord? Il y a 90% des gens qui ont un salaire inférieur à 3400. Ils sont situés là. Et puis ici, on a le C95 et puis enfin le C99. Et évidemment, cette fonction de répartition est croissante et va jusqu'à 100. D'accord? Alors comment on l'a tracé? On a vérifié des choses. Pour la tracer, on a simplement pris des données, sélectionné des données. Vous pouvez vérifier en cliquant et en regardant quelles données on a mis.
Sur l'axe des ordonnées, on a mis les fréquences cumulées. Donc voilà, fréquences cumulées, c'est quoi les fréquences cumulées? Vous pouvez les regarder. C'est simplement ce qui va de, B10 de B17 à M17, d'accord? Donc c'est indiqué ici, c'est la valeur de la série des ordonnées Y que vous retrouvez sur cet axe-là. Et puis sur la série des abscisses, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les niveaux 1170, donc précisément ce qui va de B15 à M15, de 1170 à 7817. Donc voilà, nous avons représenté cette distribution. On pourrait aller un petit peu plus loin, ce qui est peut-être ce qui peut peut-être un peu vous surprendre. On pourrait aller un peu plus loin, c'est qu'on peut aussi tenter, à partir de cette distribution, reconstituer en quelque sorte une moyenne. Alors évidemment, la moyenne, on nous l'a déjà donnée, 2130. Mais on sait aussi comment calculer une moyenne à partir du tableau de la distribution. Rappelez-vous l'instruction qu'on doit avoir. Pour le faire, il suffit de faire une somme prod. Donc, dans cette somme prod, je vais mettre le niveau de la variable. Donc, j'ai cliqué somme prod. Donc, on va aller de B15 jusqu'à M15. C'est le premier élément de notre somme prod. Ensuite, on met un point virgule. Et puis, on indique les fréquences qui sont associées à chacun de ces niveaux. D'accord? Donc c'est ce que je fais ici. Et la colonne des fréquences, elle est ici. Ce sont les fréquences en question. Et hop, on calcule la moyenne. Alors, de manière pas très étonnante, on trouve une moyenne qui est de 2328,75 et qui est supérieure à la moyenne effective. Pourquoi? Parce qu'on a une hypothèse qui a consisté à concentrer l'intégralité de la classe sur la borne supérieure. Donc on a considéré que tous les gens qui étaient dans la classe 1170-1305 gagnaient 1305. Donc c'est pas étonnant que quelque part on ait quelque chose qui majore la moyenne, quelque chose qui soit au-dessus de la moyenne ici en question, parce qu'encore une fois, on a choisi, sauf dans la dernière classe, une hypothèse favorable qui consistait à placer tous les individus en haut de leur classe. Autre question, on pourrait calculer la variance. Comment calcule-t-on la variance? La variance, c'est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne des écarts à la moyenne au carré, mais on peut aussi calculer comme étant la moyenne quadratique moins le carré de la moyenne. Donc ici, c'est ce qu'on peut faire. On peut le faire en faisant un somme prod. Comment on calcule la moyenne quadratique? La moyenne quadratique, c'est simplement le niveau, ici, qu'on a indiqué, et ce niveau, on doit le mettre au carré. Pour le mettre au carré, dans somme prod, on peut en fait faire apparaître 2 fois le terme, ce qui va permettre de mettre au carré. Donc ici, on met au carré les éléments, et puis on va les combiner par quoi? On va utiliser les fréquences pour pondérer cette moyenne quadratique, ces éléments quadratiques, ces éléments carrés. Et donc c'est ce qu'on fait ici. Et donc là, je viens de calculer simplement la moyenne quadratique. Et pour calculer la variance, il faut que je lui retire quoi? Il faut que je lui retire la moyenne au carré. Donc la moyenne, on l'a déjà calculée, c'est B19, c'est ce que je viens de faire ici. Donc on la met au carré, chapeau, carré, et on trouve une variance. Voilà, et donc ou plutôt une approximation de la variance, car encore une fois, on a choisi de caler tous les individus en haut de leur classe, qui est une hypothèse évidemment pas forcément pertinente. Vous savez que la variance est quelque chose qui se mesure dans le carré de la variable, et donc pour pouvoir avoir une lecture en euros de cette variance, on va calculer l'écart type. L'écart type n'est rien d'autre que la racine de la variance. Donc vous pouvez utiliser soit un puissance 1,5, soit la fonction racine de Excel, racine de la variance, que j'indique au-dessus ici. Alors, donc, cet écart type est de 1506 €, donc ce qui a une signification, on peut le mesurer en euros. On calcule quelquefois aussi le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est simplement une mesure relative de l'écart type. Donc, dans la distribution, on va simplement rapporter l'écart type à la moyenne. Donc, on divise l'écart type par la moyenne, l'écart type par la moyenne, donc B21 par B19, et on obtient le résultat. Et éventuellement, ce résultat, ce coefficient de variation, vous pouvez le voir comme étant un pourcentage. Donc, si vous voulez jusqu'au bout, vous pouvez le mettre en pourcentage, ce que je fais ici. Vous choisissez un format pourcentage et pour l'exprimer en pourcentage en question. Donc voilà ce petit détour par Excel et ce petit complément. Je reviens aux questions de l'exercice. Donc j'ai indiqué ici un peu les éléments que je viens de développer sur ce fichier Excel. Donc encore une fois, entraînez-vous, c'est utile. On nous demande de calculer le rapport interdécile. Qu'est-ce que le rapport interdécile? Le rapport interdécile, c'est simplement l'écart ici
entre D1 et D9. C'est donc, ou c'est plutôt, excusez-moi, c'est l'écart relatif entre D9 et D1, d'accord? Donc c'est simplement égal ici à 3400 divisé par 1170, et ça nous indique de combien les riches sont plus riches que les pauvres, hein. Donc voilà, le salaire à 90% est 2,9 fois plus élevé que le salaire correspondant aux 10% les plus pauvres. Commenter, bah voilà, c'est un écart, il faudra regarder comment il évolue dans le temps, ce qui ici ne nous est pas expliqué. Question 4, on nous parle d'un calcul sur les revenus disponibles du ménage. Alors il faut comprendre que d'abord, les revenus disponibles, ce qu'on peut appeler ici les revenus disponibles, c'est les salaires, bien sûr, mais c'est aussi bah, des revenus de transfert, d'accord, des allocations qui sont éventuellement versées, des impôts qui sont prélevés, d'accord. Donc dans les transferts, on peut voir les impôts comme étant négatifs. Et puis, c'est aussi des revenus du capital et de la propriété, de l'allocation que vous obtenez, la rémunération de votre livret A, etc. Donc il faut ajouter un peu tout ça. Donc le salaire qu'on a regardé avant n'est qu'une composante évidemment du revenu disponible, et ce revenu disponible peut être consommé ou épargné. D'un côté, les transferts et les impôts ont tendance à réduire les inégalités. Voilà, quand on parle des inégalités en termes de salaire ou des inégalités en termes de revenus disponibles, ça va évidemment modifier les choses. Et puis, mais par contre, le revenu du capital peut augmenter ces inégalités. Il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que ici, on parle de revenu disponible des ménages, alors que précédemment, on parlait des salariés. Donc, le champ n'est pas le même. Évidemment, dans un ménage, il peut y avoir plusieurs salariés, et donc les salaires du ménage sont additionnés. Tout ceci explique que le rapport interdécile n'est pas le même. Le rapport interdécile, il est plus élevé. Donc, la distribution des revenus disponibles est plus inégalitaire que celle des salaires. Pourquoi? Bah, parce que d'un côté, les transferts et les impôts ont certainement tendance à réduire ces disparités, mais en même temps, le revenu du capital les augmente, et on sait que le capital est concentré dans les plus riches, la propriété immobilière notamment, mais aussi la propriété de l'argent, du capital, du patrimoine financier, et donc on a un paramètre, un rapport interdécile qui est plus élevé, tout simplement. Voilà. Question suivante. Alors, on change en fait de données, puisqu'on va s'intéresser précisément à cette masse de revenus, et donc détenus par chaque groupe de ménage. Donc, on n'est plus dans les salaires, on a les revenus, et on nous fournit ces données des 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres. Donc, effectivement, ici, on a des données qui correspondent à nos D1 jusqu'à nos D9, qui est ici, présent, d'accord. Et ce qu'on nous donne, ce sont des masses de revenus. Donc, ce que gagnent les 10%, les revenus disponibles des 10% les plus pauvres correspondent ici à 49 729 millions, c'est-à-dire à 49 milliards d'euros. D'accord. Donc voilà les données telles qu'elles nous sont données. Vous voyez que les 10% les plus riches, eux, ont des revenus qui correspondent à 335 milliards, et donc qui pèsent beaucoup plus, évidemment, parce qu'ils sont plus riches. Et donc, il est logique, de ce point de vue-là, que cette masse augmente, elle augmente au fur et à mesure, puisqu'elle regroupe des individus qui sont de plus en plus riches. Voilà la question telle qu'elle est posée. Alors, calculer les données manquantes pour la part de l'ensemble des revenus détenus par les différents groupes de ménages. Donc là, simplement, il suffit juste de regarder les choses, hein. Ce qui manque ici, c'est ces données en 2011, donc 10% les plus pauvres et 10-20%. Pour le faire, il suffit juste de faire un rapport. Et donc, le rapport qu'on doit faire, c'est en part du revenu total. Le revenu total, c'est 1 milliard, non, pardon, excusez-moi, c'est 1416 milliards. Et donc, il faut rapporter la masse à ces 1416 milliards. Donc, ici, le chiffre à calculer à cet endroit-là, c'est simplement la division de 72 242 par 72 milliards, donc par 1400 milliards. Et puis, au-dessus, c'est 49 milliards rapportés à 1416 milliards. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir ici 3,5%, 3,50%, ça se mesure en pourcentage, et puis 5,10%. Donc voilà. Alors on a aussi à le calculer en haut, 201 milliards par rapport à 1416 milliards, ça correspond à 14,20%. Et vous voyez que les 10% les plus riches capturent en fait 25%, si vous faites le calcul, 25% de la masse totale. Dans ce tableau, on nous donne ensuite la part cumulée des revenus. Donc,
logiquement, vous voyez que si la distribution était égalitaire, chaque groupe capturerait 10% de la masse. En fait, bien sûr que non, ce n'est pas le cas ici. Puisque ce que vous observez, c'est que, le- la masse va augmenter simplement parce que bah, les plus riches sont plus riches. Et la manière dont elle va augmenter va vous montrer les inégalités de revenus disponibles ici, et c'est ce qu'on va donc faire dans la question suivante. Donc, question suivante, on nous demande de représenter la courbe de Lorentz. Donc c'est quoi la courbe de Lorentz en fait? C'est précisément regarder la part cumulée des revenus, donc ce que j'entoure ici, et le reporter à quoi? Bah, à la part des ménages, qui correspond ici à la première colonne. Donc c'est simplement faire ce calcul ici, et voir, vous voyez, dans quelle proportion, bah, ici quand on est par exemple dans la classe 30-40%, vous voyez que les 40% des individus, les ménages pardon, qui ont les revenus les plus faibles, ne capturent que 22,7% des revenus totaux, alors que les 10% les plus riches capturent 25%. Donc là aussi, un petit détour sur Excel n'est pas inutile pour calculer cette courbe, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc on va faire ça tout de suite. Je suis toujours sur le même fichier Excel. J'ai reporté ici les données telles qu'on les a, hein, d'accord. Donc la masse des revenus détenus pour chaque décile. Donc j'ai aussi indiqué le D0. Alors le D0, c'est 0% des individus qui gagnent moins de 0. Et puis j'ai représenté aussi le D10 en fait, parce que le D10 ici correspond effectivement à ce que gagnent les individus qui sont entre 90% et 100%. Le D10, ça correspond évidemment à 100% des individus. Donc D0 et D10 vont jouer un rôle ici dans le calcul de ma courbe. Vous voyez, c'est ce que j'ai indiqué dans la dernière colonne. Ici, précisément, j'ai représenté la part des ménages, 0%, 10%, jusqu'à 100% des ménages, hein, puisque tous les individus sont décrits de cette manière-là. Ce que je fais ensuite, c'est que je reporte ici la masse des revenus détenus pour chaque décile, donc c'est les données telles que je les ai. Et j'ai calculé les parts, d'accord. Donc cette colonne-là, j'ai simplement repris les données, et puis les parts, je les ai calculées par le rapport B27 sur B37, en n'omettant pas de mettre un dollar, pour précisément contrôler les choses au niveau du B27, B37. Au niveau du B37, qui est le total. Donc on retrouve hein, évidemment les données manquantes telles que je les avais indiquées, 14, 20, 25%, etc. Et c'est comme ça que je les ai obtenues. Je fais ensuite la part cumulée des revenus. Alors, pour faire la part cumulée des revenus, simplement j'additionne au fur et à mesure que je passe d'une classe d'individu à un autre. Du monsieur 0%, 10%, jusqu'à 100%. Et donc j'additionne. Alors comment je fais pour faire cette addition? La part cumulée des revenus détenus par 0%, c'est 0. Donc évidemment, ici c'est le premier chiffre. Et puis je fais une somme, en fait. Je fais la somme du cumul. Pour le faire, vous voyez, je fais somme de C27 à C27. Et pour maintenir la somme à partir du premier point C27, je mets un dollar, ce qui va me permettre de recopier la cellule vers le bas. D'accord? Donc effectivement, ici, lorsque je fais cette somme, vous voyez, quand je suis en dessous, et ben, ça reste à C27, et ça me permet de faire une somme mobile. Et au niveau du D10, j'arrive au fait que 100% des individus, c'est la somme totale en fait, hein, bien sûr, 100% des individus gagnent, sont en dessous de 100% de la part cumulée des revenus. Donc je peux, à partir de là, faire la courbe de Lorentz. C'est quoi la courbe de Lorentz? C'est simplement quelque chose qui va m'indiquer la position des gens dans la distribution, donc de 0 à 100%, ce qui correspond à la colonne E ici, d'accord? Donc c'est ce que je vais mettre sur l'axe des abscisses, c'est représenté ici, d'accord? Donc ici c'est 0%, ici c'est 10%, 20%, 30%, etc. Jusqu'à 100%, monsieur 100%, monsieur 90%. Et puis à chaque fois, je vais indiquer sur l'axe des ordonnées le cumul des revenus qui correspondent aux individus se situant en dessous de cette personne, en dessous de ce décile. Donc ce sont les points que je vais représenter ici. Donc je sais que 10% des individus capturent 3,5% les 10% les plus pauvres capturent 3,5% de la masse des revenus disponibles. Et je peux le faire de manière progressive. Vous voyez, ce que j'ai représenté ici, c'est je sais que 30% des individus les plus pauvres capturent 14,80% de la part cumulée des revenus. Donc ce sont les points tels que je les ai représentés ici dans cette courbe, et donc la courbe rouge
que j'ai représentée n'est rien d'autre que la courbe de Lorentz. Cette courbe de Lorentz, vous voyez, le dernier, c'est 25% des plus riches, donc 10% des plus riches capturent 25% des revenus. Cette courbe de Lorentz doit être comparée à quoi? Elle doit être comparée à la première bissectrice. La première bissectrice, c'est ce qu'on appelle la droite d'équilibre-répartition. Si tous les individus, tous les ménages avaient le même niveau de revenu, alors la courbe de Lorentz serait simplement cette droite ici que j'ai indiquée, serait simplement cette droite qui est la courbe d'équilibre-répartition. Donc la distance qui sépare la courbe de Lorentz effective, la courbe en rouge et la droite d'équilibre-répartition, nous indique dans quelle mesure il y a une distribution inégalitaire des revenus. La courbe de Lorentz est nécessairement une courbe croissante, elle est nécessairement toujours située en dessous de la diagonale, et puis si vous y réfléchissez un petit peu, elle est nécessairement aussi convexe. C'est une propriété mathématique qu'on pourrait démontrer, je ne veux pas y passer trop de temps ici. Je vérifie sur mon graphique, vous pouvez le vérifier vous-même, vous pouvez cliquer droit sur le graphique, vous pouvez regarder, sélectionner des données et vérifier qu'on a bien construit la courbe de Lorentz de cette manière-là. La courbe de Lorentz est ici. Vous pouvez cliquer dessus, vous modifier pour indiquer ce qu'il y a dedans. Et vous voyez que la valeur de la série, c'est quoi? C'est D26, D36, ce qui correspond bien précisément à ma part cumulée des revenus. D'accord? Donc c'est bien cette courbe de Lorentz que j'ai calculée ici. Si vous regardez l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Ça correspond en fait de 0 à 100%. Je peux aussi la modifier. Ça correspond aux individus, la part des ménages, cette fois dans la distribution qui est indiquée ici. Donc c'est bien la courbe de Lorentz qu'on a calculée ici. Voilà. Alors, à partir de cette courbe de Lorentz, on peut calculer un indicateur qui est l'indicateur de Gini. Comment calcule-t-on l'indicateur de Gini? Je reviens à mon dessin ici. Comment calculez-vous cet indicateur de Gini? Simplement, j'ai expliqué que les inégalités sont d'autant plus fortes que la courbe de Lorentz est éloignée de la première bissectrice. Donc plus elle est vers le bas, plus les inégalités sont fortes. Cette courbe de Lorentz, au passage, j'ai lié les points par des segments de droite pour représenter les choses. C'est une hypothèse arbitraire, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de chacune des classes. Mais on va accepter cette hypothèse ici pour construire une courbe de Lorentz. Cette hypothèse de relier les points par un segment de droite revient en fait à faire une hypothèse qui consiste à considérer qu'à l'intérieur de chaque sous-classe, il n'y a pas d'inégalité. Tous les individus sont rémunérés de la même manière. Tous les individus sont concentrés en fait dans un seul point, qui est en l'occurrence ici le point qui est ici le point supérieur. Et donc il n'y a pas d'inégalité à l'intérieur des classes, ce qui est évidemment une hypothèse qui n'est pas justifiée, mais en même temps c'est la logique dans laquelle on est de lier les points par des segments de droite. Pour y réfléchir un instant, regardez ce qui se passe dans la première classe, 3,6% des individus. Le fait d'avoir une évolution linéaire entre 0 et 3,6% pour ces individus revient à supposer que tous les individus gagnent ou ont un revenu qui correspond au haut de la classe en question. Pour calculer le Gini, comment je peux faire? Simplement ici, je peux définir un triangle, le triangle ABC. La surface de ce triangle est tout simplement égale à 1,5, puisque vous voyez que le carré a une surface de 1, puisque ça va de 0 à 100% des deux côtés. Donc la surface c'est ABC. La surface du triangle rectangle ABC est de 1,5. Et ce que je peux faire, c'est que je peux mesurer, pour mesurer le Gini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapporter la surface qui se situe entre la droite d'équilibre-répartition et la courbe rouge, on va la rapporter à la surface totale du triangle ABC. Donc le Gini, c'est simplement la surface assurée, que j'ai assurée ici, divisée par la surface ABC. Divisée par la surface ABC. Donc ce Gini, il est nécessairement compris entre il ne peut pas être... si cette surface est égale à 1, il y a des inégalités complètes. Ça signifie que tous les revenus sont concentrés sur un seul individu. Alors, ça serait le fait que la courbe de Lorentz toucherait les axes. Donc, dans ce cas-là, on aurait ce résultat remarquable que tous les revenus seraient possédés par une seule personne, seraient gagnés par une seule personne. Et puis, l'équirépartition correspond simplement au fait que cette surface est nulle. Comment peut-on le faire pour le calculer? Et là aussi, c'est un
un supplément sur Excel, je l'ai calculé ici. C'est un petit peu compliqué. Comment peut-on faire pour le calculer? Ce que j'ai fait ici, c'est une formule qui est un peu complexe, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai cherché à calculer quelle était la surface comprise entre les deux courbes. Pour calculer cette surface comprise entre les deux courbes, en fait, cette surface est simplement égale à 1,5 moins la surface qui est en dessous de la courbe. Et pour calculer la surface qui est en dessous de la courbe, bah, j'ai calculé la surface de chacun chacune des colonnes qui correspond ici à mes éléments. Et pour calculer la surface de chacune des colonnes, j'ai d'abord considéré que chacune de ces colonnes était en fait constituée d'un côté d'un rectangle et d'autre côté d'un triangle rectangle. Donc pour calculer la surface d'un rectangle, bah, il suffit simplement de calculer la base multipliée par la hauteur du rectangle. Donc voilà. Et puis j'ai ajouté la surface du triangle rectangle en ajoutant bah, la formule qui permet de calculer la surface d'un triangle, c'est-à-dire la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai sommé ces différents éléments, je les ai sommés, sur tous les éléments qui sont constitutifs ici. Ensuite, j'ai fait la différence entre 1,5 et cette surface en question. Okay. Et puis, j'ai rapporté cette surface ici à la surface totale, qui est égale à 1,5, et donc j'en déduis le coefficient de Gini, ici, qui est de 1,5. Donc voilà la manière de calculer le coefficient de Gini. J'en reviens à ce que je cherchais à faire, donc ma dernière question. La dernière question est la suivante. À partir des résultats obtenus précédemment et sans tracer la courbe de Lorenz pour 2008, que pouvez-vous dire concernant l'évolution des inégalités de revenus entre 2008 et 2011? Alors, si on a reporté ici l'élément du tableau dont on a besoin pour réfléchir à ça, et ce que vous voyez, c'est que nécessairement la part du revenu ici de 2008, elle est tout le temps inférieure. Tout le temps inférieure. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Elle est tout le temps inférieure. Donc, ça signifie que, par exemple ici, les 10% les plus pauvres auparavant avaient 3,6% du revenu et maintenant ils ont 3,5% du revenu. Donc de ce point de vue-là, bah, ces gens se sont relativement appauvris, enfin, relativement encore une fois. Et ça c'est vrai, vous voyez que c'est vrai aussi pour les proportions les plus élevées. Donc systématiquement, c'est tout le temps inférieur. Donc si je reprends, bah, en 2008, il y avait 75,7% des gens qui gagnaient, qui étaient dans le dernier, la masse correspondant à 90%, c'était 75,7%, et c'est 75% en 2011. Donc là aussi, ça signifie que les riches se sont accaparés plus de revenus disponibles en termes de masse en 2011 qu'en 2008. Donc de manière sans aucune ambiguïté, je peux conclure que effectivement, les inégalités ici ont augmenté entre 2008 et 2011. Donc ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de votre attention.